Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 18h, voici les titres de ce mardi 2 mai 2023. Ce soir, nous vous proposons de découvrir les réserves de substitution, aussi connues sous le nom de bassines. En Vendée, il en existe plus d'une vingtaine depuis les années 2000 et nous ferons le point donc sur l'expérience vendéenne. Le service d'accès aux soins est enfin opérationnel en ce début mai. Un dispositif pour aider à désengorger les urgences du département. En plus de cette nouveauté, les 6 centres de soins non programmés vont continuer leurs activités. Enfin du sport, retour sur l'épilogue de la Golden Globe Race. Samedi, l'Indien Abula Tomi est revenu au Sables d'Olonne. Il devient ainsi le dauphin de la Sud-Africaine Kirsten Neuschaefer, première femme à remporter une course au large en escale et sans escale et en solitaire. Mais d'abord, détour à Némy où un accident de la circulation sur la départementale 747 a entraîné la mort d'une femme de 87 ans. Un poids lourd est rentré en collision avec une voiture en début d'après-midi au niveau de la bretelle d'insertion de Némy. Les 3 autres passagers du véhicule ont été envoyés vers le CHD de la Roche-sur-Yon. Le chauffeur du poids lourd a été de son côté laissé sur place après un bilan complet. Le 12 avril, le GIEC régional rendait son 2e rapport sur la situation environnementale en Pays de la Loire. Parmi la cinquantaine de pages, 3 phrases reviennent sur les méga-bassines et notamment celle-ci. En l'état des connaissances, le GIEC régional recommande d'interdire la construction d'ouvrages de stockage de l'eau de grande dimension qui seraient remplis par pompage dans les nappes phréatiques. Construire de nouvelles réserves de substitution ne semble donc pas faire l'unanimité chez les experts. Ces méga-bassines remettent en cause le cycle naturel d'écoulement de l'eau. Une bassine, c'est une infrastructure de stockage et de collecte de l'eau. Comme c'est une infrastructure de collecte, ça bloque un peu l'eau du fond du sol et donc ça l'empêche de s'infiltrer dans le sol. On est tous en train de parler de désimperméabiliser au maximum nos villes, d'aller sur le ZAN, donc le zéro artificialisation nette. Donc on ne peut pas être dans cette trajectoire-là et se dire qu'on va artificialiser des énormes zones pour conserver de l'eau. On comprend bien par contre le problématique de conserver l'eau au moment où on en a besoin pour les cultures agricoles. Donc il va falloir trouver des solutions qui vont être en respect du territoire. Donc pour ça, j'ai pas la solution, parce que je ne suis pas une experte, comme je vous l'ai dit, ni de l'eau, ni de ces sujets agricoles. Cependant, on préconise dans le rapport de regarder les solutions qui existaient avant, ou les cultures qui existaient avant, et qui privilégiaient de maintenir l'eau sur les champs. On propose notamment de replanter des talus, de reformer des talus, de les boiser. Et si les membres du GIEC se questionnent sur le volet scientifique, aucun commentaire ni jugement n'est porté sur la législation actuelle entourant ces réserves de substitution. Malgré tout, ces bassines sont, vous le savez, au cœur de grands débats comme à Sainte-Soline récemment. En Vendée, de telles bassines existent aussi depuis une vingtaine d'années. Et quel recul sur ces outils agricoles? Cyril Guillet vous répond dans ce reportage. Initiée dans les années 2000, la Vendée compte sur son territoire 25 réserves de substitution, 5 gérées par le syndicat mixte du lait et 20 par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise. On a déjà 20 ans de recul. Elles ont permis de rehausser les nappes de 1 à 3 mètres en période estivale. Elles ont permis de réduire de 60% les prélèvements en été et elles ont permis de maintenir la biodiversité dans le milieu en maintenant de l'eau dans le marais. Oui, mais voilà, depuis leur installation, ces réserves ne font pas l'unanimité. Et parmi ces détracteurs, on retrouve notamment les membres de la Confédération paysanne. Mais qui dit stockage ne dit pas stockage forcément dans des bassines. Ça peut être stockage d'abord dans les sols. On a eu des pratiques agricoles depuis 50 ans qui ont cherché à évacuer l'eau le plus vite possible des sols par les drainages, par l'arrachage des haies, par le reprofilage des ruisseaux. Et donc nous, ce qu'on souhaite d'abord, c'est qu'on favorise le stockage de l'eau en amont. C'est celle qui coûte la moins chère. Donc derrière, c'est modifier les rotations, c'est recréer des zones humides, c'est replanter des haies pour retenir l'eau. Autour de ces réserves, 2 visions de la gestion de l'eau s'opposent. Pour les anti-bassines, la répartition de cette eau ne serait pas équitable. On souhaite une irrigation qui soit partagée par tout le monde, donc avec des quotas limités par exploitation, pour que tout le monde puisse en bénéficier au maximum. On voit des agriculteurs sur des secteurs céréaliers qui vont avoir des très gros volumes, alors que d'autres n'en ont pas du tout. Les règles de gestion sont bien strictes, bien précises, donc
Tous les ans, en début d'année, la DDTM nous donne un quota que nous avons annuellement. Donc l'été, nous pouvons disposer de ces volumes d'eau que si les courbes définies dans le SDAGE sont au-dessus des objectifs demandés. Une année comme l'année dernière, nous avons eu que 50% de notre volume afin de pouvoir maintenir les objectifs, c'est-à-dire les niveaux d'eau dans le marais, les niveaux de nappe qui nous sont imposés et demandés. 2 autres points font polémique, l'évaporation et la qualité de l'eau. Aujourd'hui, l'eau, quand elle est stockée dans les sols, elle est à peu près préservée de beaucoup de polluants. Quand on la met dans les bassines, par exemple, il peut y avoir des cyanobactéries qui se développent à l'intérieur et donc qui vont la rendre impropre à la consommation humaine, par exemple. Aussi, elle s'évapore beaucoup plus puisqu'elle est à l'air libre, alors que quand elle est dans les sols en profondeur, elle ne s'évapore pas. On va plutôt être sur du 3-4% d'évaporation en moyenne sur chacune de nos réserves. Individuellement, on peut être entre 1 et 8%. En termes de qualité, on a des suivis azote et des suivis bactériaux, notamment cyanobactéries. On est toujours resté sur ces réserves-là en dessous des seuils de potabilisation. À l'heure du réchauffement climatique, la question de l'eau est plus que jamais une priorité. Un PTGE comprenait un programme territorial de traitement des eaux est actuellement à l'étude. Depuis quelques jours, le service d'accès aux soins a officiellement été lancé dans le département. Le CHD, les médecins généralistes et l'ARS s'unissent dans un service d'orientation. Son but, continuer de désengorger les urgences vendéennes en améliorant la prise en charge des patients. Les 6 centres de soins non programmés dont les missions sont complémentaires vont poursuivre leurs activités. Le SAS est de son côté joignable tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via le 15 ou le 116 117. Nous sommes convaincus collectivement que le nœud du problème tient au tri et à l'orientation. Donc d'où la nécessité d'avoir une très bonne régulation qui permette une meilleure orientation des patients. Et c'est pour cette raison que nous avons effectivement accompagné financièrement l'hôpital et les équipes du 116 117, les équipes de l'ADOPS, pour muscler la régulation. Et les effets ont été immédiats. On a observé en 2022, à peu près, c'est une vingtaine de milliers d'appels au 15 116 117. C'est 50% de plus qu'en 2021. Et la moitié des appels qui sont passés au 116 117 se traduisent par des conseils médicaux. Et donc des conseils médicaux, c'est autant d'admissions aux urgences en moins. Donc c'est autant de pression au niveau des 7 structures d'urgence dont dispose le département en moins. Donc ça, c'est essentiel. L'actualité, c'est aussi de la voile. Au Sables-d'Olonne, la ville a vibré tout le week-end pour le retour des premiers concurrents de la Golden Globe Race. La GGR, une course sans escale, sans assistance électronique et sans équipier. Et Kirsten Neuscheifer et Simon Kerwen sont arrivés les premiers, c'était jeudi dernier. Et samedi, c'est Abila Tomi qui a coupé la ligne d'arrivée, terminant 2e de la compétition. Simon Kerwen était déclassé suite à une escale pour réparer une avarie. Le détail du palmarès 2023 de la GGR avec Agathe Poulet. Ce samedi matin à 6h46 et après 236 jours en mer, le skipper indien Abhilash Tomi remporte la 2e place. L'ancien commandant de la marine indienne est accueilli en héros par les sablés et ses proches, dont sa petite nièce de 2 mois. Une belle revanche, 4 ans après avoir été gravement blessé lors de sa dernière participation en 2018. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux d'être ici avec mon bateau. C'est la première et la seule fois que quelqu'un venant d'Asie termine sur le podium d'une course comme celle-ci. C'est donc un grand moment pour moi. Mais la grande gagnante de la Golden Globe Race, c'est Kirsten Neuscheifer. Arrivée jeudi dernier à 21h43, après 235 jours au large sans escale, la skipper sud-africaine rentre dans l'histoire en étant la première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire. Comment vous sentez-vous ? Bien. J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abhilash. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Au-delà d'une course atypique en solitaire sans escale ni technologie, ce tour du monde à l'ancienne met en lumière l'humain et révèle des personnalités pleines de courage et de persévérance.
Et puis aussi la première sud-africaine, et c'est intéressant parce que voilà, on est une course très internationale, dans un précaré assez français ou britannique. Et là, notre première concurrente, elle est d'Afrique du Sud et le second est du sous-continent indien. C'est une course que beaucoup pourraient faire au départ, parce que c'est pas une course qui est très très chère. C'est pas une course qui est très difficile au niveau de la voile. Les bateaux sont anciens, ils sont pas compliqués, ils sont pas très puissants. En revanche, il faut pouvoir rester seul pendant 235 jours. Même s'il était hors course, le skipper britannique Simon Cowan est le premier à avoir franchi le chenal des Sables d'Olonne le jeudi vers 13h. Bon, il semble que j'ai réussi. En plus, j'étais en croisière parce que j'étais plus en course. Sur les 16 concurrents au départ, seulement Michael Guggenberger reste en course pour la 3e place. Le retour du skipper autrichien est prévu aux Sables d'Olonne à la mi-mai. Ce week-end, le T11 est également rentré au port des Sables d'Olonne, renommé en l'honneur d'Éric Tabarly. Vous le connaissez peut-être sous son ancien nom, l'Écureuil Aquitaine 2. Titouan Lamazou a remporté le tout premier Vendée Globe à son bord en 90. Perdu dans un port vénézuélien, il a été retrouvé par Alexandre Treillard après de très longues recherches. Vous pouvez retrouver sur notre site internet une interview de Titouan Lamazou et de quelques badauds sur place. On va pouvoir tout de suite fermer ce journal. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette édition. L'information revient tout simplement demain matin à 7h. Vous retrouverez sur ce siège Caroline Tronche pour vous délivrer l'essentiel de l'actualité dans la matinale. Bonne soirée et à demain sur TV Vendée.